Le 13 décembre prochain fera 26 ans que le journaliste d'investigation Norbert Zongo et ses 3 compagnons ont été assassinés, presque 30 ans. Et la justice se fait toujours attendre. Les organisations engagées pour la lumière sur cette affaire souhaitent un jugement par contumace. Depuis 1959, elle s'évertue à informer, éduquer et divertir les Burkinabés. Radio Burkina, c'est 65 ans de service public, un jubilé de palissandre célébré ce vendredi. Le ministre de la Communication a mis en avant le rôle déterminant du média dans le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Burkina Faso. À Fadon Ngouma, les différentes communautés burkinabées fraternisent avec leurs frères et sœurs du Togo, Bénin, Niger et du Nigeria. C'est en marge de la journée des communautés organisée par Okades Caritas Fada dans sa mission de promotion du vivre ensemble. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi une fois de plus de vous retrouver. Je vous le disais à l'instant, c'est l'un des dossiers judiciaires emblématiques du pays les plus anciens. 26 ans que le journaliste d'investigation Norbert Zongo et ses 3 compagnons ont été assassinés. Le processus d'extradition de François Compaoré, principal suspect, est au point mort. La coalition des organisations engagées pour la justice sur cette affaire souhaite désormais un jugement par contumace afin de clore définitivement ce dossier qui n'a trop duré. Les précisions de Josiane Koulibaly et Benjamin Kwame. Plus d'un quart de siècle que le fondateur du journal L'Indépendant, Norbert Zongo, et ses 3 compagnons ont été assassinés. 26 ans sont passés et le principal accusé dans cet assassinat, François Compaoré, n'est toujours pas jugé. C'est le premier tableau que présente le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et la coalition de lutte contre l'impunité à cette rencontre avec la presse. Nous espérions voir juger le dossier courant cette année 2024. Hélas, le dossier n'a pas bougé d'un iota. Depuis notamment le prononcé de l'arrêté de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 septembre 2023 s'opposant à l'extradition de M. François Compaoré de la France vers le Burkina Faso. Comme chaque année, à l'aube de la célébration de ce triste anniversaire de décès de cet illustre personnage, il est question d'attirer l'attention des décideurs afin d'accélérer le processus judiciaire qui permettra de lucider cette affaire. La coopération de la France est beaucoup plus sollicitée pour extrader François Compaoré. Juridiquement, rien n'interdit à la France d'extrader quand même François Compaoré. Parce que les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas rendues par une juridiction interne française. Donc, ce que la Cour européenne des droits de l'homme rend comme décision, c'est exactement comme la Cour africaine des droits de l'homme. Ici, c'est, si vous voulez, une sorte de recommandation. On vous recommande de respecter les instruments internationaux auxquels vous avez adhéré. Donc, c'est à vous de prendre les dispositions en l'interne pour que les actes que vous posez respectent des règles qui sont fixées. Le code MPP et la CCVC soutiennent qu'au besoin, il faut le jugement par défaut. Nous ne cesserons de le rappeler. La seule perspective raisonnable à ce jour qui s'offre, c'est celle du jugement par contumace. Nous avons perdu trop de temps. Cette rencontre avec la presse était également le lieu de lancer un message d'interpellation auprès des autorités. L'histoire politique récente de notre pays enseigne en effet que l'utilisation abusive de la force comme moyen de gestion et de conservation du pouvoir d'État marque négativement les consciences et conduit généralement à des lendemains de malheur et de regret. La commémoration de l'anniversaire de décès de Norbert Zongo et ses compagnons est prévue se tenir le 13 décembre prochain, en ayant à l'esprit la situation sécuritaire, la lutte contre l'impunité et la défense des libertés démocratiques. La radio nationale du Burkina Faso a 65 ans, plus de 6 décennies de service public
partagé entre information, éducation et divertissement des masses populaires à l'occasion du jubilé de Palissandre célébré ce vendredi. Les travailleurs de la doyenne des radios marquent une halte pour revisiter un parcours et se projeter sur les défis du moment, notamment le rôle de la radio nationale dans la promotion de la cohésion sociale dans un contexte de crise. Le ministre d'État en charge de la communication a justement salué le rôle déterminant du média dans le renforcement du vivre ensemble. On fait le point avec Léla Yampa. 1959-2024, cela fait 65 ans que la RTB Radio existe. Plus de 6 décennies à servir l'information, à éduquer et à divertir les populations. La radiodiffusion-télévision du Burkina marque ainsi une halte pour commémorer ses noces de palissandre. Une célébration marquée sous le sceau d'une société solidaire, unie, résiliente et plus forte. Elle a su s'imposer comme un média incontournable qui porte haut la voix du peuple burkinabé, le rayonnement du Burkina Faso à l'international et la promotion des valeurs culturelles nationales. 65 ans après, il était important de marquer une pause pour revisiter notre histoire commune et nous projeter vers l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est pour nous un moment d'introspection, de réflexion, une opportunité de renouveau et d'engagement renouvelé pour faire la RTB en général et de son versant radio en particulier un acteur majeur et incontournable dans le processus de développement socio-économique de notre très chère patrie. La RTB Radio entend toujours contribuer au renforcement de la souveraineté du Burkina Faso à travers ses canaux d'information, mais aussi réaffirmer l'identité nationale avec un programme adapté aux besoins de la communauté tout en s'adaptant au contexte sécuritaire et humanitaire actuel du Burkina Faso. En perspective, il s'agira pour les travailleurs de la RTB et de la radio nationale en particulier d'œuvrer à l'affirmation de la souveraineté et de l'identité nationale, la promotion de nos valeurs, à la résilience des populations dans un contexte marqué par la survivance des actions terroristes. Nous devons davantage travailler à consolider les acquis et faire de cette radio un outil encore plus puissant de renforcement de la cohésion sociale. À l'occasion de la célébration de ses 65 ans, la radio nationale a mis une nouvelle onde en ligne. C'est la radio Firmé, un nouvel outil d'information qui s'inscrit dans sa volonté d'être plus proche de ses auditeurs où qu'ils soient en vue de répondre à leurs besoins. Parlant justement des défis des médias à l'heure du numérique, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, comment s'adapter pour continuer à exister? Le défi est au centre des échanges du 12e Forum mondial des médias vidéo à Guangzhou, dans le sud-est de la Chine. À cette rencontre de haut niveau, le directeur général de la télévision BF1, l'un des rares représentants des médias d'Afrique subsaharienne présent à ce sommet, a partagé l'expérience du Burkina Faso sur le sujet. Le récit d'Abdourazak Traoré. Bienvenue dans la mythique ville de Guangzhou, joyau de la province du Fujian, au sud-est de la Chine. C'est cette cité emblématique, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui accueille le très attendu Forum des médias vidéo. La 12e édition a ouvert ses portes. Près de 200 délégués, issus de 87 organisations médiatiques et plus de 60 pays et régions du monde sont réunis ici. Au cœur des échanges, le rôle des médias vidéo dans les échanges culturels et des applications de l'intelligence artificielle dans les productions. Issoufou Sarré, directeur général de BF1, figure parmi les rares voix africaines qui résonnent. À la tribune, aux côtés du directeur général de l'Union des diffuseurs africains, il a exposé les défis des médias du continent noir. Je pense que nous sommes interpellés ici sur le rôle des médias à bâtir des ponts entre les citoyens de leurs pays respectifs. Les médias doivent revoir leur rôle. Ils doivent cesser de faire peur et donner beaucoup plus d'espoir. Ils sont en concurrence aujourd'hui avec les influenceurs sur les réseaux sociaux qui traitent de sujets plus légers, mais des sujets porteurs d'espoir pour de nombreux jeunes.
L'intelligence artificielle pourrait encore créer un gap entre les médias de pays développés et ceux des pays en développement quand on sait que la technologie requiert de grands moyens, ce dont ne disposent pas toujours les médias africains. Panel, allocution, table ronde ont rythmé ce forum de haut niveau organisé par la Chine Media Group et CCTV+. CCTV+, qui est justement un partenaire stratégique de la chaîne au cœur de nos défis depuis maintenant 4 ans. Des recommandations ont été faites sur la nécessité pour les médias du Sud global de collaborer davantage entre eux afin de relever les défis pressants de l'heure. Retour au Burkina Faso pour parler cette fois-ci de gestion durable des sols. Dans ce domaine, il y a le Bureau national des sols, bras armé du gouvernement, dans la mise en œuvre de ces politiques depuis 1974. Après 50 années d'existence, le Bunasol marque une halte pour évaluer le chemin parcouru et se projeter sur l'avenir. Walia Caroline Traoré-Yoda. En 50 ans d'existence, le Bureau national des sols Bunasol a engrangé d'énormes acquis en termes d'études pédologiques, d'analyse en laboratoire d'échantillons d'eau, de sol et d'engrais, et en termes de formation d'étudiants et de stagiaires. La célébration de son cinquantenaire ce 5 décembre est une occasion pour parler des projets futurs, mais surtout pour rappeler l'importance du Bunasol. Vous avez tous entendu parler de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Le Bunasol joue un rôle majeur parce que c'est à travers bien sûr le socle de sol qui constitue en fait la base de la production que nous mettons en œuvre en fait cet ambitieux programme au niveau du ministère de l'Agriculture et des ressources animales et halieutiques. Comme perspective, nous sommes dans un monde qui évolue rapidement, un monde numérique, un monde de l'intelligence artificielle. Et nous sommes également dans un contexte politique et économique favorable en fait, pour la production agricole, la modernisation du laboratoire pour le rendre encore plus performant. Voilà, la formation et l'équipement en fait, de nos équipes techniques pour qu'ils puissent répondre présent en termes de couverture du territoire à une échelle plus importante, c'est-à-dire à l'échelle 1/20 millième, pour permettre de donner aux autorités du Burkina Faso des données et des informations sur le sol qui lui permettent de pouvoir projeter des actions pour une gestion durable des sols. Et c'est tout le sens de l'initiative Regagnons la paix et la terre. Il faut dire que pendant que les autres combattent, nous pensons que si nous travaillons à avoir encore, récupérer les terres perdues, travaillons à avoir des terres productives, c'est sûr qu'on aura aussi non seulement la sécurité alimentaire, et pour tendre aussi vers la souveraineté alimentaire. Exposition de mécanismes et de stratégies de protection et de récupération des terres, visite guidée du laboratoire du Bunasol et panels ont ponctué la célébration de ce jubilé d'or. Les participants disent avoir beaucoup appris de cette journée. Nous allons éviter les feux de brousse qui peuvent causer l'érosion, dégrader les sols. Et puis nous allons protéger les sols en les fertilisant, en les laissant se reposer avant de les cultiver aussi. Et puis nous allons utiliser aussi de l'engrais dans l'agriculture afin d'améliorer nos semences. Prendre soin des sols, mesurer, surveiller et gérer, c'est justement la thématique de ce cinquantenaire qui se fait en marge de la 10e journée mondiale des sols, célébrée tous les 5 décembre. Toute autre chose à présent, le bon fonctionnement des appareils biomédicaux est en grande partie tributaire de la maintenance préventive et curative. Selon les spécialistes, malheureusement, il y a de moins en moins de personnel spécialisé pour ce type de travaux dans les hôpitaux publics du pays. C'est ce à quoi veut remédier la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale SOGEMAB. La structure outille depuis quelques jours des techniciens burkinabés en maintenance. C'est à la faveur de l'acquisition de plus de 200 nouveaux équipements. Arsène Konitane. La SOGEMAB, Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, a récemment acquis plus de 220 équipements.
Pour garantir une maîtrise optimale de ce matériel, des ingénieurs biomédicaux renforcent leur capacité dans la maintenance. Ces appareils indispensables pour l'amélioration des soins chirurgicaux sont entre autres des systèmes d'éclairage avancés, des tables opératoires pouvant supporter jusqu'à 230 kg et des moniteurs multiparamétriques. Et nous avons jugé nécessaire et très important qu'avant de disponibiliser ces équipements dans les différentes formations sanitaires, d'outiller, de former les utilisateurs et les techniciens afin de pérenniser l'utilisation de ces équipements. Je vais également ajouter que ces équipements ont été acquis avec beaucoup de pièces de rechange pour assurer la maintenance préventive et curative de ces équipements. Pour outiller les ingénieurs, la Sogémab a fait appel à un spécialiste venant directement d'une des maisons mères des fabricants. Cet expert a pour mission de transmettre aux techniciens burkinabés les compétences nécessaires à l'installation, à l'entretien et à l'utilisation des appareils, assurant ainsi une autonomie technique durable dans les hôpitaux. Là, ce sont les premiers intervenants sur site. Donc, il faut qu'ils comprennent bien l'aspect technique de ces équipements. Comme ça, s'il y aura des pannes, ils arrivent à résoudre ou à faire le diagnostic eux-mêmes. Et s'ils ont besoin d'aide, là, nous, en tant qu'ingénieurs de support de minerais, nous sommes là pour aider ces gens à résoudre. Je tiens d'abord à remercier tous les décideurs et tous les acteurs qui ont contribué à ce que cette formation soit faite. C'est vraiment très important pour nous et c'est très bien. Voilà. Parce que généralement, même dans le processus d'acquisition des équipements, les décideurs ont tendance à oublier cette étape qui est importante, celle de former les ingénieurs et les techniciens à la maintenance des équipements. Nous avons appris à maintenir les chariots d'anesthésie, les respirateurs de réanimation, les tables opératoires, les défibrillateurs, les ECG. Cette formation s'inscrit dans une volonté de la Sogémab d'améliorer la qualité des soins de santé au Burkina Faso en mettant à disposition des infrastructures médicales performantes et en renforçant les capacités des ingénieurs locaux. On reste dans le domaine sanitaire avec cette grande ambition affichée par les acteurs de lutte contre le VIH-Sida au Burkina Faso, parvenir à éradiquer la maladie au Burkina dans quelques années. La détermination a été réaffirmée ce jeudi à l'occasion de la célébration en différé de la journée mondiale du sida à Ouagadougou. L'événement a réuni acteurs gouvernementaux, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers et personnes vivant avec le VIH-Sida. Arsène Konta. Le Burkina Faso a réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre le VIH-Sida au cours des 2 dernières décennies. Le taux de prévalence est passé de 7,1% en 1997 à environ 0,6% aujourd'hui, selon les chiffres du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Malgré ces avancées, des défis persistent. À la célébration différée de la journée mondiale du sida, les autorités burkinabées réitèrent leur volonté d'éliminer le VIH-Sida d'ici 2030. Un objectif atteignable pour peu que les efforts soient maintenus. Aujourd'hui, on observe de plus en plus une recrudescence des comportements à risque chez les adolescents et jeunes scolarisés et déscolarisés, qui pourtant représentent l'avenir de notre nation. À cette composante, et c'est du fait du contexte sécuritaire de notre pays, il faut ajouter les personnes déplacées internes et nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Des actions ciblées et adaptées doivent donc être initiées en faveur de ces composantes sans pour autant occulter les autres couches vulnérables. Cette journée, au-delà de son caractère commémoratif, est une halte pour faire la situation des acquis et des insuffisances afin de dégager les perspectives nécessaires pour consolider les acquis engrangés et relever les défis actuels. Le thème de cette année, Ensemble pour des services VIH inclusifs, met l'accent sur la nécessité de rendre les services de prévention, de traitement et de soutien accessibles à toutes les populations sans discrimination. Selon le directeur pays de l'ONU-SIDA, l'inclusion va contribuer à garantir un avenir sans sida aux générations futures.
Toutes les 25 secondes, une personne est infectée par le VIH de par le monde. Un quart des personnes vivant avec le VIH, soit plus de 9 millions de personnes dans le monde, n'ont pas encore accès à des traitements qui pourraient leur sauver la vie. Des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires punissent et stigmatisent les plus vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes filles. Des acteurs s'étant illustrés dans la lutte contre le VIH-Sida ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre du mérite. Des structures sanitaires ayant un fort impact dans la lutte contre la pandémie et dans la lutte contre la tuberculose ont également reçu des distinctions. Lutte contre les violences basées sur le genre au Burkina Faso, l'association Namal Xanga des femmes veut jouer sa partition. Elle a organisé ce jeudi une journée qui a mis en lumière un dialogue intergénérationnel réunissant femmes, hommes, leaders religieux et coutumiers. L'idée est de faire de ces acteurs des porte-voix dans la lutte contre les VGB. L'initiative s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Luc Park-Belgué. Il est de coutume de réunir des femmes pour leur parler de leurs droits à la faveur des activités liées à la lutte contre les violences basées sur le genre. Mais pour 2024, c'est un atelier d'un autre genre qui a réuni femmes, hommes et leaders coutumiers et religieux sur la question. L'association Namal Xanga des femmes du Burkina a pensé à un dialogue intergénérationnel pour la circonstance. Il s'agit que les chefs coutumiers, les responsables religieux, chacun à son tour va nous entretenir sur le fondement du mariage à ce qui le concerne. Et c'est ce qu'on a appris, ce qu'on a entendu. Nous allons solliciter auprès de ces responsables religieux, ces coutumiers, d'accompagner les points focaux que nous allons mettre au niveau des 4 secteurs de notre arrondissement afin d'accompagner les victimes des violences basées sur le genre, qu'on puisse faire des dénonciations, qu'on puisse les accompagner parce qu'elles sont laissées à elles-mêmes. Dans l'arrondissement 12, la campagne des 16 jours d'activisme pour lutter contre les inégalités basées sur le genre allant du 25 novembre au 10 décembre devra déboucher sur la mise en place de comités locaux dans les différents secteurs. Cette formation, sensibilisation et de dialogue intergénérationnel qui réunit toutes les femmes de l'arrondissement 12, qui réunit également les leaders coutumiers et religieux pour qu'ensemble l'information soit donnée, pour qu'ensemble nous puissions travailler à vraiment bannir ces violences basées sur le genre. Et une belle initiative. Tous ceux qui ont dit oui à la protection des filles et des femmes contre les violences liées au genre ont apposé leur signature au cours de cette cérémonie soutenue par Side by Side. Side by Side, qui est un mouvement mondial qui regroupe les confessions religieuses et également les coutumiers, donc pour œuvrer pour le droit des hommes et le droit des femmes. Grâce au mouvement Side by Side, un recueil est disponible. Il compile des textes bibliques, coraniques et de la tradition en faveur du respect de la femme et de la reconnaissance de ses droits. Il est également mentionné l'engagement et la volonté des leaders coutumiers et religieux pour une justice du genre au Burkina Faso. Après 4 années de mise en œuvre, l'heure est au bilan au projet Promesse FP. C'est un programme qui aura permis de renforcer les capacités de plus de 19 000 femmes et filles au Burkina Faso dans des métiers professionnalisants. C'est ce qui ressort de l'atelier bilan tenu à Ouagadougou ce 5 décembre pour évaluer les actions du projet. Plus de précisions avec Abdou Aziz Sari. Promesse FP est un projet qui aura contribué à la création d'opportunités durables pour les filles et les femmes du Burkina Faso, selon ses initiateurs. En 4 ans de mise en œuvre, le projet a touché plus de 19 000 jeunes filles et femmes en termes de développement de leurs compétences professionnelles et d'offres d'opportunités concrètes pour accéder à des emplois décents. Il a également facilité l'accès à des mécanismes de financement essentiels pour accompagner l'entrepreneuriat et renforcer la résilience économique des populations vulnérables, ajoute l'ONG Solidar Suisse. Il y a également des approches visant à donner aux filles et aux femmes plus d'autonomie financière
donc les VSLA, qui ont permis de mobiliser plus de 2 milliards de francs et redistribuer pour permettre aux filles et aux femmes qui n'ont pas accès aux structures de microfinance en place de pouvoir développer leurs activités. Le programme a associé également d'autres approches, par exemple la santé sexuelle et reproductive, mais également on a développé des programmes d'alphabétisation pour permettre aux filles et aux femmes qui n'ont pas eu accès à l'éducation de pouvoir utiliser certaines connaissances pour développer leurs entreprises. Au regard de tous ces résultats et acquis, le gouvernement salue l'initiative qui, pour lui, s'inscrit dans une dynamique de réponse aux défis structurels et conjoncturels auxquels la jeunesse burkinabé fait face. En réalité, au Burkina Faso, lorsqu'on parle de taux de chômage, ça ne représente pas grand-chose, c'est plutôt le taux de sous-emploi, c'est-à-dire des personnes qui ont de l'emploi mais qui n'ont pas la rémunération et le temps qu'ils souhaitent vraiment occuper pour exercer leur activité professionnelle. D'où l'importance de ce projet Promesse, parce que dans son approche, ça contribue justement non seulement à réduire le taux de chômage, mais également à faire en sorte que les emplois soient de qualité, des emplois décents. Déployé dans les régions du Nord, du Centre-Nord, de l'Est et du Sahel, le projet Promesse FP est financé par le Royaume des Pays-Bas. Le manque de la perspective socio-économique est une cause profonde d'insécurité et d'instabilité. Nos efforts ici sont basés sur ça. Donc, on veut renforcer la perspective socio-économique pour contribuer à la stabilisation du pays. Normalement, le projet prend fin cette année. Mais l'exécutif souhaite qu'il se prolonge et s'étende à toutes les régions du Burkina Faso. La suite de ce journal, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la compagnie Orange Burkina a mis sur pied d'importantes initiatives pour exprimer sa solidarité envers la population burkinabé. À l'occasion donc de l'engagement Day tenu du 26 novembre au 5 décembre 2024, la société a organisé une visite au bosquet Orange situé dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou et à Orange Digital Center où vous allez le voir, des futurs entrepreneurs du Burkina Faso se forment gratuitement. Madinassi. C'est un véritable laboratoire de fabrication de futurs entrepreneurs du Burkina. Ici, à Orange Fab Solidaire, ils sont plusieurs jeunes venus de divers horizons à se former gratuitement dans des métiers qui les passionnent. Un mois durant, Jacob Bourgou a bénéficié d'un renforcement de ses capacités en installation des systèmes solaires et maintenance. Clarisse Saint-Poré, elle, s'est intéressée à la formation Parcours Makers. Sur cette machine de broderie, elle tente de mettre en pratique les connaissances acquises pendant 3 semaines. Je suis là pour un parcours maker et bon, ça s'est bien passé. Il y a eu la broderie, il y a eu l'impression et j'essaie de m'appliquer en venant au DC ici, vu que c'est une maison libre pour les jeunes. En tant que jeune, vraiment, être formé, ça sert vraiment et dans l'avenir. Et puis, c'est pas que, bon, il y a le suivi également, il y a le laboratoire Fab Lab qui est disponible pour les différentes applications et tout. Et lorsque vous avez des difficultés, ils sont à l'écoute de vos difficultés et tout. Donc, je trouve que c'est waouh, c'est cool. Créé en 2021, Orange Digital Center se donne pour objectif de promouvoir la formation numérique, soutenir l'employabilité des jeunes et encourager l'innovation et l'entrepreneuriat technologique à travers l'école du code, Fab Lab Solidaire et Orange Lab. En 3 ans d'existence, ce sont au total 7000 jeunes qui ont été touchés par les formations de cette compagnie de téléphonie mobile sur l'ensemble du territoire national, selon les initiateurs. Les 3 programmes sont structurés comme suit. On a le programme d'Amina qui s'adresse vraiment à des porteurs d'idées. Donc comme vous avez vu les projets au niveau du premier étage du Fab Lab Solidaire, une fois que ces projets-là sont vraiment accompagnés dans un parcours, elles candidatent pour intégrer un programme au niveau de Orange Fab pour qu'on puisse les accompagner sur tout ce qui est skills entrepreneuriaux. Comment faire la vision de son projet, comment fixer les coûts de son projet, le prototypage, comment le lancer sur le marché. Ensuite, vous avez le POESAM qui est le prix Orange de l'entrepreneur social de l'Afrique et du Moyen-Orient, qui est vraiment un programme qui s'adresse aux entrepreneurs sociaux. Dans le but d'impacter positivement la vie de la population burkinabé,
Orange Burkina a aussi aménagé à Zongo, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, un bosquet. Sur ce périmètre d'1 hectare, une cinquantaine de femmes fait dans la maraîchiculture, une activité génératrice de revenus qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Avant que Orange Burkina ne mette à notre disposition ce périmètre maraîcher, nous vivons de ramassage de sable et de cailloux. Mais aujourd'hui, nous sommes heureuses d'avoir abandonné ce métier salissant pour la maraîchiculture. Cette activité nous permet de contribuer aux dépenses de la maison. Nous disons merci à Orange Burkina et nous lui demandons de nous aider à trouver une solution au manque d'eau sur ce périmètre, car cela a un impact négatif sur nos cultures. Toutes ces initiatives du groupe Orange Burkina s'inscrivent dans le cadre de sa responsabilité sociétale à travers un programme dénommé Engage for Change. Nous avons organisé une visite presse avec une visite de nos autorités sur les initiatives RSE de Orange Burkina Faso au Burkina, les initiatives majeures qui sont Orange Digital Center et puis le Bosquet Orange. Alors c'est des initiatives de notre responsabilité sociétale pour montrer en fait l'engagement de la société au profit des communautés au Burkina. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Vous avez vu les communautés de femmes vulnérables qui sont sur le bosquet. Donc c'est témoigner notre solidarité envers ces femmes-là. L'Engagement Day, débuté le 26 novembre dernier, prend fin avec la visite de 2 sites majeurs entrant dans le cadre de la responsabilité sociale de Orange Burkina. À l'issue de cette journée, les employés de la compagnie reçoivent des attestations de reconnaissance pour toutes les actions de solidarité envers les communautés. Les sciences de l'ingénieur au cœur de la 3e édition des journées scientifiques de l'école polytechnique de Ouagadougou EPO. À l'occasion, les mathématiques, la physique et bien d'autres disciplines seront décortiquées. L'idée est de mettre à contribution les différents enseignants-chercheurs. Ils partageront notamment leurs connaissances et expériences dans ce domaine afin de susciter le goût de la recherche chez les étudiants. Luc Pakbenguem. À l'école polytechnique de Ouagadougou, enseignants-chercheurs apprennent ensemble à cette 3e journée scientifique. Les sciences de l'ingénieur sont au menu des échanges. Nos discussions seront structurées autour de 3 axes. Le premier axe, mathématiques, physique et chimie. Le deuxième axe, sciences et techniques de l'ingénieur. Et le troisième axe, sciences humaines et sociales. Ces axes reflètent la diversité, la richesse des contributions que nous attendons de la part des participants. Pour cette édition qui se déroulera sur 2 jours, c'est-à-dire les 4 et 5 décembre, il est prévu une conférence inaugurale. Ces journées scientifiques sont un cadre de partage de connaissances, de renforcement de collaboration et de découverte de nouvelles perspectives de développement de la recherche. Et pour le partage d'expériences, il n'y avait pas mieux que le professeur Abdoulaye Ouedraogo, professeur titulaire en génie mécanique, pour parrainer l'activité. J'ai eu l'occasion de voir, donc, de première vue, bien sûr, l'impact des sciences de l'ingénieur sur certaines sociétés. J'ai vu comment l'innovation peut transformer les défis en opportunités et comment la collaboration peut multiplier les forces. Ces journées scientifiques sont une plateforme idéale pour partager ses expériences et apprendre les uns des autres. C'est convaincu que l'ingénierie est au cœur du développement, que les ingénieurs conçoivent et mettent en œuvre des solutions répondant aux besoins des populations que ces journées ont été initiées. Le thème de cette année, les sciences de l'ingénieur au service d'un Burkina Faso résilient, n'est pas seulement pertinent, il est impératif. Nous vivons dans une ère de défis globaux et locaux, que ce soit les changements climatiques, l'insécurité, les crises sanitaires ou les turbulences économiques. Dans ce contexte, les sciences de l'ingénieur se révèlent être une force motrice pour la résilience et le progrès. Ces journées scientifiques de l'EPO contribuent à l'avancement de la science de l'ingénierie. Elles participent à créer un environnement propice à l'innovation, où les idées peuvent être partagées et où les collaborations peuvent mieux être promues.
C'est un exercice qui se veut périodique. La conférence annuelle des services du Trésor cette année 2024 était la 26e conférence du genre. Il s'agissait pour le Trésor public d'évaluer le rôle et les activités menées par les entreprises sous sa tutelle. 2 jours durant, il a été question de passer au scanner la gestion optimale de ces établissements financiers afin que la ressource allouée serve à la cause nationale. La rencontre a été sanctionnée par des recommandations. Amadou Diko. Après 48 heures d'échanges et de réflexions approfondies sur le rôle, les enjeux et les perspectives de la tutelle des entreprises et établissements publics par le Trésor public, les participants de la 26e conférence annuelle des services du Trésor ont formulé 6 recommandations et adopté 3 résolutions. Ces propositions visent à améliorer de manière significative la gestion de la tutelle financière des entreprises et établissements publics. Il y a une stratégie de gestion du portefeuille de l'État que nous devons mettre en place. Et avant cette stratégie, elle doit être précédée d'une politique actionnariale de l'État pour nous permettre véritablement d'être cohérents dans la définition de nos politiques publiques qui vont concerner véritablement comment l'État s'engage en tant qu'actionnaire. Et donc, au-delà de ces aspects qui sont recommandés, nous avons également le renforcement des capacités. Pour pouvoir mettre une stratégie en place, une politique en place, il faut forcément des hommes et des femmes pour les conduire, les élaborer et surtout les mettre en œuvre. Ces recommandations marquent une étape importante dans la promotion d'une gestion vertueuse des ressources financières et des biens publics. Le ministère de l'économie et des finances, conscient des enjeux, s'engage à mettre en œuvre ces mesures. C'est des recommandations qui touchent donc au dispositif institutionnel, juridique, qui charpentent donc l'ensemble du système. La question aussi donc du recouvrement des créances dues à l'État, qui est aussi donc des thématiques très importantes et très nécessaires aussi pour nous. Et là, naturellement, il y a des outils qu'on devrait pouvoir donc élaborer pour accompagner donc l'ensemble du système. Ces assises annuelles ont rassemblé des spécialistes et des acteurs clés du secteur privé, tous unis pour la volonté de contribuer à l'amélioration continue de la gouvernance des entreprises publiques sous la tutelle du Trésor. Un mot de cohésion sociale à présent avec cette initiative de OCADES, Organisation catholique pour le développement et la solidarité, qui a organisé les 72 heures des journées culturelles de Fadane Gourma au profit de plusieurs groupes ethniques vivant dans la localité Peul, Mossi, Gourunsi, ressortissants du Nigeria. Tous ont parlé d'une même voix en proposant des initiatives communautaires pour la promotion de la paix, surtout quand on sait que cette région vit les difficultés liées à la crise sécuritaire et au vivre ensemble. On fait le point avec Moussa Nyoli et Luc Pagbegen. Des communautés de Fada fraternisent à ces journées culturelles et de réflexion des communautés et groupes socio-culturels. Sur 3 jours, ces journées ont été un cadre de renforcement de la résilience, du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix. Pour tout ce qui concerne les événements culturels, il y a donc cette journée des communautés qui nous rassemble en ce moment même, où nous voyons les diversités s'exprimer à travers leur art culinaire et aussi l'expression de leur musique. C'est très beau, voilà, de rassembler les uns et les autres, différentes communautés, alors pour vivre la fraternité, se rappeler que nous sommes tous frères et sœurs, c'est très beau. L'initiative est bien accueillie par les autorités communales. Pour elles, ces journées sont la preuve que les communautés reprennent goût à la vie, surtout que dans la région de l'Est, les personnes déplacées internes ne vivent pas dans des camps. Les 72 heures des journées culturelles représentent beaucoup pour la commune de Fadane Gourma. Vous savez, au 31 mars 2023, la commune comptait plus de 100 000 PDI, 124 000 et quelques PDI.
Et vous savez également que dans la commune de Fara, disons même dans la région de l'Est, il n'y a pas de site d'accueil des PDI. Les PDI sont dans des familles d'accueil. Alors quand on a une activité comme celle-là, qui vise à favoriser le brassage culturel, qui vise à promouvoir la cohésion sociale, la cohabitation pacifique entre les personnes déplacées internes et les personnes hôtes, c'est vraiment une initiative que la commune salue à sa juste valeur. Conférences publiques sur la cohabitation pacifique, les conflits intergénérationnels et activités sportives ont marqué ces 72 heures des journées culturelles de Fadang Gourma organisées par l'OCADES. L'Organisation catholique pour le développement et la solidarité a procédé pour la circonstance à une remise de kits pour des activités génératrices de revenus à des ménages PDI et personnes hôtes. L'activité a été financée par le Fonds régional pour le Sahel à travers le projet Dioral, Réponse et Résilience dans le Liptako Gourma. Restons dans la région de l'Est avec le programme de valorisation du potentiel agro-pastoral. La phase 3 a été lancée et elle consiste à donner des outils innovants pouvant impacter positivement les ménages à faible revenu dans la région. Mais avant, il faut évaluer la mise en œuvre des précédentes phases. C'est à cet exercice que se sont prêtées toutes les parties prenantes. On en sait davantage avec Archimède. Le programme de valorisation du potentiel agro-pastoral, en abrégé VALPAP, dans la région de l'Est, est à sa 3e phase. Le comité de pilotage réfléchit ici à la mise en œuvre de ce projet visant à renforcer la résilience des ménages ruraux en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans cette partie du pays confrontée à la crise sécuritaire. Déjà, ces acteurs se réjouissent des résultats des phases précédentes. Notez que ce projet accompagne l'ensemble des acteurs affectés par la crise avec des moyens de production à travers la mise à disposition des kits d'intrants et également, il faut noter la contribution du projet dans l'offensive agro-pastorale halieutique à travers la réhabilitation de la digue de Zanré qui est un facteur de production pas des moindres pour la région qui va permettre aux différents acteurs et actrices de produire en campagne sèche et aussi de pouvoir produire en campagne humide. Ce programme est mis en œuvre par le consortium CORAD et Caritas Suisse. Au regard de l'ampleur de la crise humanitaire dans la région, ces organisations mettent l'accent sur la protection et l'insertion des personnes déplacées internes à travers une approche dénommée graduation. La graduation, c'est une approche qui combine la protection sociale et le développement durable dans le but d'aider les communautés extrêmement pauvres à renforcer leurs capacités productives, à accroître leur estime de soi, leur confiance en soi et aussi à constituer durablement leurs moyens de subsistance. Et ça veut dire que l'apport de graduation permet dans un intervalle de temps bien déterminé, 24 à 36 mois, de pouvoir aider les populations à sortir durablement de l'extrême pauvreté. Et la finalité de cette approche, c'est de faire en sorte que les bénéficiaires de nos projets deviennent des acteurs actifs de leur propre développement. Selon les porteurs de ce projet, ce sont au total 12 milliards de francs CFA qui ont été investis par la coopération suisse dans les 3 phases. La présente vise la consolidation des acquis. En début de semaine, il a été procédé au lancement des travaux d'aménagement de la plateforme de stationnement des camions gros porteurs, un parking de stationnement poids lourds pour améliorer les conditions de passage de ces véhicules, le corridor Tema-Wessa. L'initiative est de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Majibako. Wessa, dans le sud-ouest du Burkina Faso. C'est l'heure de la pause pour ces véhicules poids lourds de marchandises diverses en partance pour le Ghana. Les camions sont stationnés le long de la voie. Des stationnements anarchiques qui ne sont pas sans conséquences. Pour les autorités de la commune, cette situation cause des accidents dont certains sont de grands drames. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso entreprend des actions pour régler le problème. Elle a acquis un espace de 4,8 hectares dans la commune de Wessa
pour la construction d'un parking de stationnement des camions gros porteurs. Les travaux de construction sont lancés ici par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Il s'agit d'une infrastructure économique qui va contribuer aussi à booster l'activité commerciale et l'économie de cette commune de Ouessa, en ce sens qu'elle permettra de fluidifier le trafic, elle permettra d'avoir un endroit spécial pour ces différents gros porteurs et elle permettra de sécuriser les marchandises aussi qui y transitent. Elle permettra aussi à la commune de pouvoir certainement faire de la perception de taxes et qui viendront aider à la réalisation de certains projets communaux et donc contribuer au bien-être des populations de Ouessa. Il s'agit donc d'une infrastructure très importante et qui va venir davantage contribuer au commerce qui transite par Ouessa et partant donc au commerce national dans son ensemble. Cette plateforme de stationnement aura une capacité d'accueil de plus de 300 camions poids lourds par jour. En perspective, la Chambre de commerce et d'industrie compte l'élargir en vue de répondre aux normes internationales. Au terme, nous envisageons acquérir au moins 10 hectares pour vraiment élaborer une plateforme vraiment stable et à long terme. Déjà, ce qui a prévalu au lancement de ces travaux, c'est déjà pour parer vraiment à l'urgence et au cas que nous avons déjà noté, notamment le stationnement dangereux des camions sur la voie. Donc déjà, il fallait parer déjà à l'urgence et étendre plus tard l'activité. À terme, nous envisageons avoir vraiment une plateforme aux normes, ici qui répond aux normes avec des postes de douane et tout ce qu'il y a comme commodité pour les usagers. L'initiative de la Chambre de commerce vraiment est à saluer parce que ça vient résoudre un problème pour permettre la fluidité du trafic, l'approvisionnement du pays, non seulement de notre pays, mais d'autres pays aussi, parce que vous savez que beaucoup de camions passent par ici pour aller au Ghana. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, parce que ça posait un problème de sécurité au niveau des populations, un problème de sécurité au niveau des agents de douane. Si les camions sont garés tout au long de la voie, c'est difficile de contrôler naturellement. La réalisation de ce projet constitue une avancée stratégique pour la facilitation du commerce au Burkina Faso. Le corridor Tema-Ouessa joue un rôle important dans l'approvisionnement du pays et de la sous-région. En moyenne, 800 camions gros porteurs empruntent cette voie par mois, transportant des biens essentiels pour le Burkina Faso et le Mali. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent programme sur notre chaîne. Bonsoir.